Après la chute de Robespierre, la République française se dote d'une nouvelle forme de gouvernement afin d'empêcher toute tyrannie, le Directoire. Le pouvoir exécutif est détenu par 5 membres élus par les chambres, renouvelables par 5e tous les ans. Ainsi, tout renversement brutal de majorité est impossible. Le pouvoir législatif est partagé entre le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. C'est un retour au suffrage censitaire. Seuls les plus aisés votent, environ 30 000 personnes. Rapidement, la Constitution montre ses limites, et la stricte séparation des pouvoirs empêche toute réforme qui ne font pas consensus. Les directeurs n'ont aucune prise sur les chambres, et les chambres aucune sur les directeurs. Le blocus imposé par les Anglais à la France freine le commerce extérieur. L'inflation est galopante. De nombreuses crises alimentaires frappent les plus démunis, tandis que le brigandage sévit sur tout le territoire. À cette mauvaise situation financière s'ajoute une forte corruption des gouvernants, qui n'hésitent pas à se servir allègrement dans les caisses de l'État. Certaines réformes permettent de maintenir la France à flot, comme la création d'un corps d'inspecteurs des contributions, chargé du prélèvement des impôts, ou la fondation d'une caisse d'escompte, facilitant le crédit. À cela s'ajoutent les pillages des armées françaises à l'étranger, qui apportent une contribution aux finances bienvenue. La situation politique devient rapidement critique. Royalistes et républicains radicaux complotent ou lancent des insurrections populaires. Une bonne partie des propriétaires, qui n'aspirent qu'à l'ordre, sont prêts à passer à un autre régime, autoritaire s'il le faut. Les crises politiques s'enchaînent au sein du Directoire. L'arrivée de l'abbé Sieyès en 1799 change la donne. Il souhaite réviser cette constitution, qui n'arrive pas à conjurer le désordre ambiant. Problème, la constitution de l'an 3 ne peut être révisée que tous les 9 ans. Il faut donc passer par un coup d'état parlementaire. Son objectif est de transférer les 2 chambres à l'extérieur de Paris, afin d'éviter tout mouvement populaire dans la capitale, puis de pousser à la démission plusieurs directeurs, en les soudoyant notamment, et mettre les députés devant le fait accompli. Le système ne fonctionne pas, le pays est paralysé, et il faut donc réformer la Constitution. Et pour une réussite complète de la manœuvre, il faut un bras armé, un sabre, selon les termes des comploteurs, un général de confiance qui pourrait discipliner les parlementaires réticents. Les choix sont nombreux. Sieyès pense tout d'abord au général Joubert, mais il est tué lors de la campagne d'Italie en août 1799. Barras, le directeur le plus influent, qui s'est rallié à Sieyès, soumet alors l'idée de Napoléon Bonaparte. Les 2 hommes se connaissent depuis le siège de Toulon, et Barras l'a appelé en 1795 pour réprimer une émeute royaliste à Paris. Ses victoires militaires lors de la campagne d'Italie l'ont auréolé de gloire. En 1798, son ambition politique a poussé le Directoire à l'envoyer loin du pays, en Égypte, d'où il devait couper le commerce maritime anglais vers les Indes. Il remporte quelques batailles, mais il échoue en Syrie. Bonaparte a très vite compris le rôle essentiel de la propagande, et il parvient à faire de cet échec oriental une réussite aux yeux de l'opinion. Pour preuve, lors de son retour en France suite au rappel envoyé par Sieyès, il peut jauger de sa popularité sur le chemin vers Paris. La foule l'acclame. L'organisation du coup d'État peut débuter. Pour une entreprise d'une telle ampleur, des alliés puissants sont nécessaires. En premier lieu, des banquiers, afin de soudoyer les parlementaires. Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, est président du Conseil des 500, ce qui permet de plus facilement convaincre certains membres. Les ministres importants, comme Talleyrand ou Fouché, se disent prêts à soutenir le coup d'État, mais restent prudents. Le 18 Brumaire en 8, les manœuvres parlementaires débutent. On agite la menace d'un complot anarchiste pour faire voter le transfert des conseils à Saint-Cloud. Bonaparte contrôle les points stratégiques de Paris. Des affiches placardées appellent au calme et annoncent que Bonaparte et les directeurs protègent la République. Le lendemain, 19 Brumaire, les 2 conseils sont séparés et les séances débutent. Le Conseil des Anciens proteste peu, mais celui des 500 est plus véhément. On demande des explications sur ce soi-disant complot anarchiste et souhaite qu'on jure fidélité à la Constitution. Tandis que 3 des 5 directeurs démissionnent, comme convenu, afin de provoquer un vide gouvernemental et la nécessité d'une nouvelle constitution, Bonaparte perd patience. Il entre dans la salle du Conseil des 500 et exige le vote d'une nouvelle constitution. Il est aussitôt traité de dictateur, de nouveau César, et tente, maladroitement, de justifier son attachement à la liberté et aux institutions. Secoué, Bonaparte est évacué. C'est son frère Lucien qui lui offre le salut. Il sort chercher les troupes à l'extérieur, arguant qu'on a voulu tuer le général. Les soldats, baïonnettes au canon, pénètrent dans la salle des 500. « Foutez-moi ça dehors !» aurait prononcé Murat, qui seconde Bonaparte. Le soir même, les quelques députés qui reviennent votent le remplacement des directeurs par 3 consuls provisoires, Bonaparte, Sieyès et Ducos, qui doivent, avec le soutien de 2 commissions,
proposer une nouvelle constitution dans les 3 mois. Aussitôt, une vaste opération de communication vise à faire accepter ce changement de pouvoir à la population. Des affiches sont placardées dans tout Paris. Les objectifs sont clairement définis, paix à l'intérieur et à l'extérieur. Bonaparte est présenté comme au-dessus des partis. Ni talon rouge, ni bonnet rouge, ni royaliste, ni jacobin. Il accuse les néo-jacobins, assimilés à des anarchistes, de mener la révolution à sa ruine. Les royalistes, quant à eux, voudraient rétablir l'ancien régime et effacer les acquis de la révolution. Bonaparte souhaite clore la séquence. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Elle est finie. Le recours à l'imaginaire de la Rome antique, déjà utilisé durant la Révolution, cherche à imposer l'idée d'une république stable et puissante, dans laquelle le peuple participe à la vie publique. En s'assimilant aux consuls romains, les plus hauts magistrats qui disposaient du pouvoir militaire et civil, Bonaparte cherche à établir un lien entre la grandeur républicaine de Rome et ce nouveau régime en construction. Pour y parvenir, Bonaparte a un plan d'action, qui peut être résumé en 5 objectifs principaux. Le premier consul dispose d'un pouvoir prépondérant. Il propose et promulgue les lois, nomme les hauts fonctionnaires, commande les armées. Les 2 autres consuls n'ont qu'un rôle consultatif. Ils sont nommés pour 10 ans renouvelables. Surtout, Bonaparte n'est pas responsable devant les chambres, composées du tribunat, qui discute mais ne vote pas les lois, c'est une assemblée de manchots, et du corps législatif, qui vote mais ne discute pas les lois, c'est une assemblée de muets. Enfin, le Sénat, totalement subordonné au premier consul, puisqu'il nomme l'essentiel des sénateurs, désigne les membres des 2 chambres, selon une procédure électorale complexe, à partir de listes communales et départementales. Il est également juge de la constitutionnalité des lois, ce qui lui permettra de modifier la Constitution. Conseil d'État, dont les membres sont nommés par Bonaparte, est créé et devient le conseiller juridique du gouvernement. Il prépare les lois et les défend devant les assemblées. Enfin, Bonaparte dispose du pouvoir de solliciter le peuple par des plébiscites, des référendums dont les résultats sont souvent manipulés. Cela commence immédiatement. La Constitution est soumise à un plébiscite dont les résultats sont trafiqués par Lucien Bonaparte. Les 2 autres consuls sont choisis afin d'établir une synthèse des forces politiques de la France, une forme d'union nationale. Cambacérès est la caution révolutionnaire, qui doit rassurer les républicains. Lebrun, constituant royaliste, doit apporter le soutien des élites de l'Ancien Régime. La Constitution de l'an 8 marque donc l'effacement du pouvoir législatif au profit d'un pouvoir exécutif fort et autoritaire. Avec ce pouvoir exorbitant, Bonaparte a les mains libres pour éliminer toute forme d'opposition. Tout d'abord, il règle la question des soulèvements royalistes dans l'Ouest. Les Chouans étaient déjà bien affaiblis et démoralisés suite aux guerres de Vendée. Le premier consul proclame la liberté religieuse dans l'Ouest et parvient à faire déposer les armes. Il leur promet l'amnistie et des places pour les chefs qui se rallieraient. Certains le rejoignent, d'autres sont exécutés ou s'exilent à l'étranger. Pour épurer la frange néo-jacobine du pays, ultra-révolutionnaire, et qui peut encore mobiliser les foules, il commence par destituer 70% du personnel municipal de Paris, remplacé par des propriétaires et des notables fidèles au premier consul. « Si je lâche la bride à la presse, je ne tiendrai pas 3 mois au pouvoir », aurait confié Bonaparte. Il établit la censure sur les journaux. 60 sur les 73 qui sont publiés à Paris sont interdits. Théâtre et spectacles sont soumis à autorisation, délivrée par le ministre de la Police, Fouché. Bonaparte se sert ensuite de l'attentat de la rue Saint-Nicaise en 1800. Cette immense explosion, qui visait à l'assassiner alors qu'il se rendait à l'opéra, fait 22 morts. Pourtant, le fait de royaliste, Fouché lui certifié, il accuse tout de même les néo-jacobins. 724 leaders sont arrêtés, une centaine envoyés en Guyane, une dizaine exécutés. Il reste à mater l'opposition parlementaire, notamment certains tribuns comme le libéral Benjamin Constant. Le renouvellement des chambres par 5e tous les ans permet de rapidement étouffer cette opposition. Bonaparte se montre généreux envers ceux qui le soutiennent, leur offrant des postes importants ou les récompensant financièrement. Pour les dissidents, les moyens de pression policiers ou politiques permettent de rapidement les faire rentrer dans le rang ou de les pousser à l'exil. En 1802, Napoléon Bonaparte prononce un discours dans lequel il expose sa vision de l'État français. On a tout détruit, il s'agit de recréer. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce ? Des grains de sable. Nous devons jeter sur le sol de France des masses de granit. L'idée est donc de réorganiser, d'unifier et de centraliser le pays à travers la création d'institutions pérennes. Pour atteindre ces objectifs, il faut commencer par le nerf de la guerre, l'argent.
Dès le début du consulat, les financiers qui ont soutenu le coup d'État avancent au régime 3 millions de francs pour financer les premières réformes. Le retour sur investissement va s'avérer rentable. Il se matérialise par la création de la Banque de France en 1800, qui est une entreprise privée dirigée par les grands financiers parisiens qui l'ont soutenue. Le gouvernement y place l'argent de la loterie, de l'octroi et le cautionnement des receveurs généraux. En effet, les receveurs, qui recouvraient l'impôt, devaient avancer la somme qu'ils allaient prélever. En avançant la somme, l'État s'assure qu'il ne disparaîtrait pas avec la caisse. Rapidement, la Banque de France traite certains paiements de l'État et lui consent des avances. Elle devient l'organisme chargé du paiement des pensions et des rentes. Le risque ainsi mutualisé et l'appui du gouvernement rassurent les milieux financiers qui ont un accès plus facile au crédit. En 1803, la création du franc germinal assure la stabilité monétaire. La confiance dans la monnaie revient. Les pièces mises en circulation sont aussi un vecteur politique. Le visage du premier consul y apparaît, ainsi que le terme « République française ». La Banque de France détient le monopole de l'émission des nouvelles pièces, ainsi que des billets de banque, enrichissant considérablement la nouvelle institution. Les impôts font l'objet d'une attention particulière. Le régime maintient les impôts hérités de la Révolution et du Directoire. C'est au niveau du recouvrement que d'importants progrès sont réalisés. Dès décembre 1799, sont créées des directions des contributions directes, dans chaque département, dépendant du ministère des Finances. 840 percepteurs, au niveau des districts et des cantons, dépendent de 99 receveurs, au niveau départemental, et assurent ainsi un véritable quadrillage du territoire. Rapidement, l'argent rentre et permet à Bonaparte de redresser financièrement la France. Il donne ainsi à son régime les moyens de durer. Dans l'implantation des masses de granit, la réorganisation administrative devient un élément majeur de la stratégie bonapartiste. Le préfet remplace les intendants de l'Ancien Régime et devient le représentant de l'État dans les départements. Ce sont des courroies de transmission indispensables entre Paris et le reste de la France. Ce sont eux qui désignent les maires pour les communes de moins de 5000 habitants et qui animent les conseils généraux des départements. Bonaparte choisit des hommes triés sur le volet, épris d'ordre et de discipline. La consigne est claire. Ne soyez jamais les hommes de la Révolution, mais les hommes du gouvernement. La pensée qui fonde la création du corps préfectoral peut être résumée ainsi. On peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. Les missions des préfets sont nombreuses. Veiller au bon développement de l'agriculture et des manufactures, assurer le bon fonctionnement de l'instruction publique et des organismes de bienfaisance, et protéger les négociants, une classe si précieuse, selon Bonaparte. Surtout, il faut consulter, dialoguer, aller sur le terrain, et dresser des statistiques sur les populations. Cela entre dans une logique qui vise à mieux comprendre la population française, mise en pratique dès 1801 avec la création d'un bureau des statistiques qui organise un grand recensement. Bonaparte poursuit l'œuvre révolutionnaire quant à la question de l'éducation, centrale dans cette période qui se veut héritière des Lumières. Collèges et lycées sont créés en 1802, réservés aux garçons, dans l'idée de former une élite pour la nation. Les grandes écoles fondées au XVIIIe siècle, mines, ponts et chaussées ou polytechniques, sont désormais encadrées militairement. Il faut modeler une génération dans un même moule, selon les termes du premier consul. Des ingénieurs, des militaires, des administrateurs, tous patriotes et aptes à défendre les intérêts de l'État, sans succomber aux passions politiques du moment. Afin de façonner la société française, un code civil, voulu dès le début de la Révolution, mais qui n'avait jamais abouti, est rédigé. Le consul Cambacérès avait déjà rédigé un projet en 1796. Il n'y avait plus qu'à le sortir des cartons et l'adapter aux exigences de Bonaparte. Fusionnant droit romain, coutumes et droit révolutionnaire, il est divisé en 3 grandes parties, personnes, biens et propriété, et met l'accent sur une vision autoritaire et hiérarchique de la société. La cellule fondamentale est la famille, dans laquelle le père a tout pouvoir. C'est un code taillé pour les propriétaires et les notables. La propriété y est inviolable et sacrée, supérieure à la liberté ou l'égalité. Le code civil reflète l'état d'esprit du premier consul et de l'élite gouvernante. Autorité, discipline, conservatisme, sacralisation de la propriété, supériorité de l'État sur la religion. Dans l'idée de ces masses de granit, plusieurs autres institutions sont à évoquer. La création de la Légion d'honneur en 1802 vise à récompenser les mérites civils ou militaires, mais au fond, à surtout s'attacher une clientèle soumise grâce aux distinctions. À Berthier, le ministre de la guerre, qui n'y voit qu'un hochet hérité de l'Ancien Régime, Bonaparte lui répond que c'est avec des hochets que l'on mène les hommes. En 1803, pour éviter le vagabondage, un livret ouvrier est mis en place.
Il permet de contrôler les déplacements des travailleurs et renforce le pouvoir de l'employeur. Il subsistera jusqu'en 1890. Dans sa première déclaration suite au coup d'État, Bonaparte proclame qu'il souhaite la paix, à la fois intérieure et extérieure. Les aristocrates émigrés durant la Révolution peuvent désormais revenir en France, mais doivent jurer fidélité à la Constitution, sous-entendu, au premier consul. Cette notion de paix intérieure passe par la nécessité de se rapprocher de l'Église catholique, qui fut malmenée durant la Révolution, par la constitution civile du clergé et la vente des biens de l'Église. Afin de rallier la masse des Français, majoritairement catholiques, il signe avec le pape en 1801 le Concordat. La religion catholique y est reconnue comme celle de la majorité des Français, et non religion d'État. Le pape accepte de ne pas revendiquer les biens acquis par l'État pendant la Révolution. En contrepartie, la France s'engage à payer correctement les ecclésiastiques. Les cultes protestants et juifs sont quant à eux reconnus et protégés. La paix religieuse est retrouvée. La paix civile, quant à elle, passe par la mise en place de divisions militaires à l'échelle de plusieurs départements, auxquels se joignent des escadrons de gendarmerie et la garde nationale, afin de lutter contre le brigandage. La police, dirigée d'une main de fer par Joseph Fouché, développe tout un service de renseignement et de surveillance du territoire. Enfin, l'appareil judiciaire est réorganisé. Chaque département dispose d'un tribunal correctionnel. Toutes ces mesures permettent de mettre fin à l'insécurité dans le pays, mais aussi à éliminer toutes les oppositions qui ne conviennent pas au premier consul, en procédant à des arrestations préventives. La recherche de la paix extérieure fut plus complexe. Bonaparte cherche dans un premier temps la voie diplomatique, à travers des lettres envoyées aux puissances étrangères, les appelant à la table des négociations. Il démontre ainsi à l'opinion sa volonté d'en finir avec la guerre, et se laisse dans le même temps toute latitude pour préparer ses armées. Comme attendu, l'Angleterre et l'Autriche rejettent ses demandes. Pour contrer les attaques autrichiennes en Italie, il lance une double offensive. Le général Moreau contient les Autrichiens en Bavière, tandis que Bonaparte réussit une manœuvre audacieuse. Traverser les Alpes avec son armée en passant par le col du Grand Saint-Bernard, comme l'a fait Hannibal le Carthaginois des siècles auparavant. Il s'inscrit ainsi un peu plus dans la légende. Il surprend les Autrichiens et les bat définitivement à Marengo. Le traité de Lunéville entérine la fin de la guerre avec l'Autriche. Le Royaume-Uni, isolé, signe finalement la paix d'Amiens, qui offre quelques mois de paix en Europe. Il serait même plus juste de parler de trêve. Outre-Atlantique, la question coloniale est épineuse. En 1800, l'Espagne a cédé secrètement la Louisiane à la France. L'objectif de Bonaparte est de créer un grand empire colonial, regroupant les îles des Caraïbes et la Louisiane. Mais l'esclavage est aboli depuis 1794, et il est nécessaire de disposer d'une main-d'œuvre servile pour développer ces territoires. La pression des grands planteurs, très influents à Paris, et notamment de sa femme Joséphine de Beauharnais, issue d'une famille d'esclavagistes martiniquais, le pousse au rétablissement de l'esclavage, qu'il décrète en plusieurs étapes. Une grande révolte éclate à Saint-Domingue, menée par Toussaint Louverture. 2 corps expéditionnaires sont envoyés pour rétablir la situation. Affaiblis par une épidémie de fièvre jaune, ils sont battus par les insurgés. L'indépendance de Saint-Domingue, renommée Haïti, est proclamée. Bonaparte abandonne son rêve américain et revend la Louisiane aux États-Unis pour 80 millions de francs. Toutes les actions du premier consul consolident son pouvoir. Les finances sont redressées, les milieux bourgeois et financiers le soutiennent, l'ordre est rétabli, les oppositions mises au banc, les nouvelles institutions stabilisent le régime, les victoires militaires sont éclatantes, et la paix avec l'Europe, bien que très précaire, est recouvrée. Pour beaucoup, Bonaparte est un roi sans couronne. Ses soutiens, dont beaucoup lui doivent tout, le pressent d'instaurer une nouvelle légitimité dynastique pour couper court aux ambitions royalistes. Cela débute par un plébiscite. Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? Le oui l'emporte à 99,7%. Le Senatus Consulte, qui suit les résultats, proclame Bonaparte consul à vie. Il peut également choisir son successeur, et ses pouvoirs sont renforcés. En 1804, un projet d'assassinat royaliste, soutenu par l'Angleterre, est découvert. Il implique les généraux Pichegru et Moreau, ce qui permet au premier consul de se débarrasser de ces militaires encombrants qui jouissent d'une grande popularité. Il en profite pour faire enlever et exécuter le duc d'Enghien, qui devait apparemment reprendre le pouvoir si la conspiration réussissait, même s'il n'y a jamais eu de preuves tangibles. Cette affaire est l'occasion, grâce à une habile propagande, de distiller dans l'opinion l'idée qu'il est nécessaire de passer à un nouveau régime.
Dans l'ombre, les soutiens de Bonaparte s'activent pour faire accepter l'idée impériale aux fonctionnaires des provinces. L'armée, par l'intermédiaire du général Soult, lui apporte son soutien dans cette entreprise. Au printemps 1804, un débat s'ouvre sur la possible proclamation d'un empire. Le 18 mai, la Constitution est modifiée par le Sénat, qui proclame Napoléon Bonaparte empereur des Français. Le plébiscite du 6 novembre, portant sur l'hérédité de la dignité impériale, emporte les suffrages à 99,93%. Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré empereur à Notre-Dame. La France se rattache ainsi au modèle dominant en Europe, celui des monarchies héréditaires, et clôt définitivement l'épisode révolutionnaire. L'inspiration romaine du consulat n'est pas sans rappeler les derniers soubresauts de l'antique République. L'homme providentiel, Octave ou Bonaparte, concentre peu à peu le pouvoir sous un vernis républicain pendant quelques années. Le principat pour l'un, le consulat pour l'autre, avant d'atteindre un point de bascule qui permet la proclamation d'un empire. Bonaparte a œuvré habilement et répondu aux aspirations d'ordre et de reprise économique dictées par les élites. Les gages donnés aux financiers, propriétaires et notables lui ont assuré des soutiens de poids. La paix retrouvée, l'élimination des oppositions, la mise en place d'institutions pérennes ou le contrôle du pouvoir législatif, le tout combiné à une intense propagande et l'illusion démocratique par les plébiscites, ont façonné l'opinion publique dans le sens souhaité, celui de l'homme providentiel qui termine la Révolution et offre à la France sa grandeur retrouvée.